Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Comment expliquer la lenteur de la décrue dans le sud-ouest? Dans certaines communes, les habitants ont tout de même pu commencer à nettoyer une région malheureusement habituée à de telles inondations. Vous verrez d'ailleurs comment certains ont fini par s'adapter au fil des décennies. Les premiers élèves en vacances ce soir dans la zone A, mais y a-t-il pour autant des départs? Les réservations, elles, se sont faites au dernier moment avec quelques destinations qui en profitent plus que d'autres. Un jour, elle lui devra peut-être la vie. Les diabétiques atteints de formes graves peuvent compter sur de précieux anges gardiens, des chiens capables de détecter avant le patient lui-même l'arrivée d'une crise d'hypoglycémie. Dans ce journal également, la guerre du Mont Blanc aura-t-elle lieu? Cela fait des siècles que la France s'enorgueillit d'avoir sur son territoire le toit de l'Europe. Un sommet revendiqué aussi par l'Italie. Le tracé de la frontière entre les deux pays fait d'ailleurs toujours débat. Et puis, ils ne sont qu'une trentaine à pratiquer ce métier en France. Nous nous sommes glissés dans l'atelier feutré d'une plumassière. La plume, une matière caméléon qui peut prendre l'apparence de toutes les autres. Après 4 jours les pieds dans l'eau, les habitants du Lot-et-Garonne commencent à entrevoir la décrue. Le niveau a fortement baissé par endroits et ceux qui peuvent enfin commencer à nettoyer découvrent l'ampleur des dégâts. Une lassitude qu'ils ont exprimée au micro de Michael Guilleux, Clément Biet et Julien Bervillet. Regardez. Ce matin, sa maison était encore inondée. Pour la première fois depuis le début de la décrue, Diego Segovia rentre chez lui. Voilà, on découvre en même temps. L'eau est montée jusqu'à 1,50 m. Ah oui. C'est pas pour voir. Donc la pression de l'eau devait être assez important pour soulever la machine à laver, soulever ce frigo qui était en hauteur. Ça va être un billet de 25-30 000 euros, quoi. Ça, c'est encore qu'il va falloir avancer. Le temps presse. Ce rez-de-chaussée accueillait les bureaux de son entreprise. Je fais des photos parce que constatation au niveau de l'assurance, quoi, je veux dire, parce que nous, dès lundi, on ne peut pas vivre comme ça. Ce week-end, il va falloir que je prenne du renfort, tout nettoyer, que ce soit à peu près en état de fonctionner, quoi. Voilà à quoi ressemblait son quartier hier. Heure après heure, l'eau se retire. Certaines maisons sont déjà au sec, d'autres, juste à côté, sont encore difficilement accessibles. Il est trop tôt pour nettoyer pour vous? Oh oui, pour moi, oui, j'ai encore 50 cm dans la maison. Alors. Là, c'est... À quelques mètres de chez ce retraité, la famille Gilbert a pu commencer le nettoyage en début d'après-midi. En fait, c'est le cours des enfants qui ont pris l'eau. Et donc, automatiquement, ça va être à jeter, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a 19 ans, ils ont acheté cette maison, conscients qu'elle était en zone inondable, mais loin d'imaginer une telle crue. Moi, j'avais été voir des anciens, ils m'ont dit « Oh là, allez, grand maximum 20 cm, 40 cm. » Et non. Plus en amont de la Garonne, les habitants de Saint-Léger ont pu commencer le nettoyage dès hier. La lumière, mais je n'entends pas marcher. Frédéric Dubourg est venu rebrancher l'électroménager de son père. J'entends pas le moteur. Donc, Premier moment de soulagement pour toute la famille. on a l'impression de revenir à la civilisation. On revit un peu, quoi, c'est tout, hein. Là, c'est passé de tout. C'est pas évident, c'est des périodes difficiles. Dans cette épreuve, Frédéric veut rester optimiste. Les dégâts sont seulement matériels. Et alors que les niveaux d'eau ont quasiment atteint des records, le Premier ministre a décidé de se rendre sur place cet après-midi, précisément dans la commune de Marmande. Jean Castex a demandé le classement de ces zones en état de catastrophe naturelle le plus vite possible. Alors dans cette vallée de la Garonne, cette crue est la plus importante depuis près de 40 ans, mais les habitants sont habitués à ce genre de phénomène, à tel point qu'ils ont fini par s'adapter. Reportage Erwan Brem et Christophe Deveau. L'eau qui avance et qu'on ne peut arrêter, les habitants de Bourdelle s'y sont adaptés depuis longtemps. Dans le village, quelques maisons sont posées sur une butte et toutes ont un étage pour se réfugier. C'est même culturel ici un petit peu dans la vallée de la Garonne et on anticipait beaucoup à l'époque. Voilà, il y a plus de mémoire. L'aménagement de la maison doit aussi être pensé, pas comme ici.
Que ce soit quelque chose de très léger en bas pour simplement la vie courante, mais pas de trucs lourds comme ça, avec des meubles qui sont ingérables à monter, parce que voilà, vous voyez l'armoire là. Le maire du village a passé les derniers jours à préparer puis gérer la crue. Pas toujours facile, avec des habitants plus récemment installés qu'il faut essayer de convaincre du danger. C'est très compliqué. Il y a 3 familles qui n'ont pas déménagé, qui ont laissé les véhicules se couvrir et les biens à l'intérieur sont sûrement détruits. On a fait ce qu'il fallait pour les prévenir quand même, on ne nous croit pas. Depuis les années 80 et le remembrement, l'eau progresse plus vite et va plus loin. Alors certains anticipent jusque dans la conception de la maison. Nous avions filmé la maison de Jean-Claude, au plus fort de la crue. L'eau n'était pas entrée, grâce à une surélévation de la dalle de béton réalisée il y a 7 ans. De ce sol-là à la baie vitrée, ça m'a fait gagner 40 cm. Et ces 40 cm, hier m'ont servi, parce que l'eau n'est pas rentrée. À l'intérieur aussi, 30 cm de plus. Et prise électrique rehaussée. Pour qu'elle arrive ici, il faut vraiment que... C'est vraiment une crue exceptionnelle, quoi. Et ça fait que nous, on n'a pas eu de coupure de courant et l'eau n'est pas rentrée. En surélevant tout, Jean-Claude gagne aussi du temps pour sauver son électroménager. Mais certains endroits restent très vulnérables, comme le bas du village de Cadillac. Ici, le plan de prévention du risque inondation interdit construction et rénovation. Les seuls habitants sont ceux dont les maisons datent d'avant 1981. Impossible dans cette zone de créer une habitation. Interdit. Les services de l'État sont très stricts là-dessus. Mais les gens demandent. Ah ben oui. Quand on est en plein été, avec le soleil et tout ça, tout va bien, quoi. Mais nous, on sait que voilà, ça peut arriver et ça reviendra. Reste l'information de la population. De plus en plus de communes s'équipent de systèmes d'alerte par SMS avec accusé de réception pour mettre à l'abri les populations vulnérables. On va maintenant tenter de comprendre pourquoi cette région est si exposée à ces phénomènes de crues, des inondations d'autant plus dévastatrices que l'eau a mis du temps à se retirer. Et c'est du côté des nappes phréatiques qu'il faut aller chercher la réponse. Mathieu Desmoulins, Mathieu Rio et Cédric Even. Au milieu des eaux, Marmande n'est plus qu'un archipel d'habitation. Ici, le niveau de la Garonne a dépassé les 10 mètres. Une dernière illustration des crues de plus en plus fréquentes dans le sud-ouest ces dernières semaines. Mais comment les expliquer? D'abord, par les fortes précipitations qui s'abattent sur la région cet hiver, près du double par rapport à la normale. 137 mm de pluie à Marmande depuis le 1er janvier, 186 à Tarbes et jusqu'à 215 à Dax dans les Landes. Alors, le contexte météorologique finalement a favorisé les passages de perturbations venant de l'Atlantique avec des hautes pressions qui étaient anormalement positionnées au nord de l'Europe alors que les basses pressions, les centres dépressionnaires circulaient beaucoup plus vers le sud de l'Europe et donc ça a engendré un contexte énormément favorable à des passages de perturbations pluvieuses qui ont balayé le pays. Résultat, depuis plusieurs mois, les nappes phréatiques du sud-ouest sont quasiment pleines. Et dans tout le pays, les sols déjà gorgés d'eau, en bleu sur cette carte, maintiennent la moindre goutte de pluie à la surface. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'ensemble du territoire français est complètement saturé en eau. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on avait l'intégralité du territoire français qui se retrouvait avec une couche perméable. Et donc, toute l'eau qui va arriver avec ces nouvelles précipitations vont venir, au contraire, ruisseler au niveau superficiel et abonder à ce risque d'inondation. Avec une telle saturation des sols, la décrue devrait durer au moins 2 semaines, à condition que la météo soit clémente, car la moindre averse pourrait engendrer de nouveaux dégâts dans la région. En Ile-de-France, c'est une panne exceptionnelle par son ampleur qu'ont vécu les lignes B et D du RER. Hier soir, les caténaires ont été endommagés à plusieurs endroits et le trafic n'a pu reprendre que partiellement cet après-midi. Des TGV ont même été appelés à la rescousse entre la gare du Nord et l'aéroport de Roissy. Fabien Chadeau, Julien Cresson et Pierre Galassio. 17h30, gare du Nord à Paris, une demi-heure avant le couvre-feu. Les passagers du RER D attendent depuis plus d'1 heure le départ de leur train. Entassés dans les rames en pleine crise sanitaire, ils sont furieux. Ils nous mettent comme des sardines. La moitié de ces trains, il va tomber malade. Vous le prenez quand même? Est-ce qu'on a le choix? Puisqu'il y a des enfants à récupérer, on n'a pas le choix. Tout à l'heure, on a eu le droit au chauffeur qui nous a dit collez-vous. Voilà. Le train finit par partir. Cette passagère renonce à monter. Vous le prenez pas, vous? Ben non, parce que on peut pas. À l'origine de cette pagaille, un incident électrique survenu hier soir. Une caténaire aurait été endommagée lors du passage d'un train dans un tunnel. Le trafic est immédiatement interrompu.
Des passagers bloqués quittent même leur rame et rejoignent le quai à pied. Ce matin, la situation est toujours totalement bloquée. La SNCF sort les grands moyens, des TGV entre Gare du Nord et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une solution qui ne convainc pas tous les passagers. On revient de Nice, hein. On a fait Nice-Paris en 1 heure. Maintenant, on fera peut-être Paris-Soissons en 4 heures. Depuis 5 heures du matin, je tourne entre le RER B qui marche pas, donc il fallait prendre le métro 4. Enfin, c'est une galère pas possible. Là, je vais arriver avec 1 heure de retard. C'est la 2e fois en un mois. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce soir, les travaux de réparation se poursuivent. La SNCF promet un retour à la normale dans les heures qui viennent. Ça peut pas aller plus vite, on fait vraiment le maximum. Les équipes ont travaillé toute la soirée, toute la nuit, toute la journée. On vise un rétablissement normal demain matin. La ligne B du RER est la 2e ligne ferroviaire française la plus fréquentée. En ces temps de crise, voilà maintenant une bonne nouvelle qui n'est pas si fréquente. 210 emplois sont à pourvoir dans la région du Havre. Le groupe Siemens a lancé aujourd'hui sa campagne de recrutement car il va bientôt ouvrir une usine de construction d'éoliennes. Les énergies renouvelables, secteur d'avenir, comme nous l'expliquent Ludovic Romanins et Xavier Boucher. 500 mètres de long, 120 de large. Au milieu du port du Havre, une usine hors norme sort de terre. Elle sera achevée dans 1 an et ressemblera à cela une fois terminée. D'immenses éoliennes maritimes y seront construites. Mais la campagne de recrutement commence aujourd'hui. 210 embauches, rien que pour cette année. La beauté d'un projet comme celui-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences spécifiques pour commencer à travailler pour nous, puisque c'est nous qui allons former l'ensemble des opérateurs, que ce soit sur l'activité de pale ou sur l'activité de nacelle. Les 15 managers ont déjà été recrutés. Ce jour-là, à Pôle emploi, ils testent les exercices qui serviront à embaucher les ouvriers. Pour les peintres, il faudra suivre des lignes sans déborder, dans des positions très inconfortables. Les aptitudes sont analysées de même que la dextérité et le respect des consignes. Il y a encore 2 mois, Patrick Gallois travaillait dans le bâtiment. Rien à voir avec les éoliennes, il a choisi ce secteur très attractif. J'ai 25 ans d'expérience, j'ai jamais eu l'occasion de partir d'une feuille blanche pour construire une telle usine, un tel projet en France. C'est vraiment une opportunité extraordinaire. Il y a 1 an, General Electric a ouvert la voie à Cherbourg en inaugurant le premier site de fabrication de pales en France. 300 salariés y travaillent actuellement et les embauches continuent. Résultat, plus de 20 000 personnes travaillent désormais dans ce secteur. En 3 ans, l'emploi dans l'éolien a progressé de 27%. Certains métiers, comme les techniciens de maintenance, sont déjà sous tension. Trop peu de formation pour satisfaire la demande. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas des points de chauffe. Sylvain Canivet était mécanicien poids lourd il y a 5 ans. Aujourd'hui, il a en charge 36 machines pour un salaire de 2 000 € par mois. Une reconversion qu'il ne regrette pas. Je suis passé de technicien à chargé d'exploitation. C'est une branche qui évolue perpétuellement et il y a des perspectives d'évolution quand même qui sont intéressantes. Dans les bureaux d'études, on embauche aussi. Chez ce développeur, 20 postes à pourvoir cette année. L'entreprise travaille sur la création d'une dizaine de nouveaux parcs éoliens. Ce sont des emplois qui sont créés localement au sein des territoires, non délocalisables. Et en moyenne, une éolienne va générer entre 4 à 5 emplois pérennes. L'éolien recrute et cela risque de continuer. Le gouvernement prévoit de doubler la puissance installée et de multiplier le nombre des machines sur notre territoire d'ici 2028. Venons-en à présent à cette annonce qui a de quoi surprendre. Le groupe français Sanofi, dont le vaccin anti-Covid a pris des mois de retard et qui a annoncé récemment la suppression de 700 postes dans l'Hexagone, a également promis aujourd'hui le versement de dividendes à ses actionnaires avec une hausse du bénéfice net de 340% l'an dernier. Une stratégie que beaucoup ont du mal à comprendre. Valentin Després et Olivier Cresta. Devant ce site de Sanofi en région parisienne, des banderoles pour dénoncer les suppressions de postes dans la recherche. Alors forcément ici, l'annonce par le géant pharmaceutique de bénéfices records, 12 milliards 300 millions d'euros, et le versement de dividendes à ses actionnaires passe mal. C'est absolument pas acceptable qu'ils continuent à licencier, qu'ils veulent licencier avec des chiffres faramineux comme ça. Si les bénéfices existent, nous, on devait retrouver ça dans la rémunération.
Dans une note partagée aux salariés, le président de Sanofi promet une prime d'intéressement. Votre contribution à ces résultats se traduira par une hausse significative de la rémunération variable collective. Insuffisant pour ce syndicaliste qui voit là une erreur stratégique du groupe. Le problème, c'est que cet argent n'est pas redistribué dans les recherches pour les futurs médicaments et on se retrouve dans une galère, celle qu'on connaît tous maintenant, ça veut dire pas de vaccin Sanofi, au plus tôt avant la fin de l'année de cette année. Du retard dans le vaccin anti-Covid, mais qui n'a pas empêché le groupe de réaliser de très bonnes performances dans la vente d'autres vaccins, comme celui de la grippe, plus 38%. Il y a aussi le succès du Dupixent, un anti-inflammatoire, plus 75%, mais Sanofi a surtout revendu ses parts dans la société de biotechnologie Regeneron. Elle est à l'origine d'un traitement anti-Covid dont a bénéficié l'ancien président américain Donald Trump. Pour cet expert, cette stratégie n'est pas tenable à long terme. La croissance de Sanofi est issue d'un développement, d'une recherche qui se fait à l'extérieur de Sanofi. On voit bien que c'est un petit peu en vendant les bijoux de famille, en vendant des actifs, que l'on arrive à maintenir le cours de bourse pour rester, je dirais, en vie économiquement. Selon lui, le groupe pharmaceutique devrait freiner ses investissements à l'international au profit de la recherche française. Du côté de la vaccination, 500 000 créneaux ont été remis en ligne aujourd'hui pour des rendez-vous fin février. 1 200 000 nouvelles places seront proposées dès le milieu de la semaine prochaine, et ce pour une injection début mars. Voilà qui ne concerne encore que les plus de 75 ans chez nous. Et l'on est très loin, vous allez le voir, de ce qui se passe en ce moment en Israël, où un tiers des habitants ont déjà reçu au moins une injection. Alors, cela change-t-il le quotidien de la population? Réponse avec Joséphine Devambé, Laurent Aubaine et Yoraï Lieberman. C'est le premier pays du monde à vacciner l'ensemble de sa population, y compris les jeunes, à partir de 16 ans. Je veux simplement pouvoir passer mon bac sereinement et reprendre une vie normale. Il y a urgence. Le variant anglais, particulièrement contagieux, circule activement. Il cause la moitié des contaminations, en rouge, sur cette carte du pays. Il y a ce système d'injection-infection où d'un côté, nous vaccinons la population, mais de l'autre côté, on a la montée du variant britannique. En fait, malgré le fait qu'on vaccine, en parallèle, on a cette montée de l'infection et en fait, ça neutralise ou ça équilibre un équilibre l'autre. À l'hôpital Irilov, à Tel Aviv, cette mutation inquiète les médecins. La population qui est malade en ce moment sont des cas plus jeunes, beaucoup plus de cas graves. Israël est aujourd'hui le champion de la vaccination. Un tiers de sa population a déjà reçu la première dose et le monde entier scrute ces résultats encourageants. Sur plus de 700 000 personnes vaccinées, 317 seulement sont retombées malades, soit 0,04% d'échecs. C'est encore mieux que les chiffres annoncés par le laboratoire Pfizer qui a produit les vaccins. Le premier objectif de la vaccination, c'est d'éviter les formes graves. Le second, c'est de réduire le taux d'incidence et donc la transmission du virus. Et nous commençons à voir que la population vaccinée a un taux d'infection moins élevé, donc c'est efficace. Et effectivement, les courbes commencent à s'infléchir. Depuis 3 semaines, le nombre de cas graves chez les plus de 60 ans, justement ceux qui ont été vaccinés en priorité, a chuté de 25%. Le confinement strict, qui dure depuis 6 semaines, a certainement aussi contribué à faire baisser le nombre de contaminations. Sur la question du dépistage, une expérimentation encore en cours a montré que les chiens pouvaient détecter les porteurs du Covid, méthode qui n'est pas encore utilisée sur le terrain. Mais la technique, elle, est appliquée depuis longtemps à bien d'autres pathologies. Nos meilleurs amis à 4 pattes ont un flair qui peut reconnaître des malades de certains cancers, mais ce sont surtout les diabétiques qui profitent aujourd'hui le plus de cette aptitude exceptionnelle. Démonstration avec Christophe Abel et Bruno Chastagny. Thaïs est en pleine crise, elle est diabétique. Je suis en train de tomber en hypo. Ouais, alors vas-y, fais-la petit, c'est pas grave. Sa chienne, son nouvel ange gardien, l'a senti et l'alerte avec des petits coups de museau que l'on appelle des pocs. Elle sent que je suis en train de tomber en hypoglycémie, donc elle m'alerte afin que je puisse me resucrer et éviter l'hypoglycémie. Comme Thaïs, 20 000 enfants souffrent du diabète sous sa forme la plus sévère, dit de type 1, dont on ne guérit pas. Ça va m'enlever un poids parce qu'elle va m'aider beaucoup. Et puis aussi, c'est un soutien émotionnel. Donc, je pense qu'on va vivre plein de choses et qu'elle va m'aider
avoir plus confiance en moi. Au sein de cette association, les chiens sont éduqués pour détecter les variations de glycémie. Le POC, c'est un comportement d'alerte. On apprend aux chiens à poquer par coup de museau. Au bout d'une semaine de formation, le chien doit être en mesure de prévenir son maître Va chercher de l'aide. et d'alerter son entourage. Le stage se fait donc en famille. Un enfant qui est en hypoglycémie, des fois, il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas appeler, il est à bout de force. Et le fait d'avoir chacun, ça va nous aider. Sans assistance, la personne diabétique peut perdre connaissance. Super, très bien ça. Cette sonnette connectée envoie un message d'alerte sur les téléphones portables de la famille. C'est très important, ça fait extrêmement plaisir, c'est un réel soutien pour ma sœur. On savait qu'on allait avoir un ange gardien pour notre fille, que nous, on allait pouvoir souffler un peu et la laisser un peu vivre sa vie normalement. Il faut compter presque 8 mois pour former ces anges gardiens, dotés d'un odorat 100 000 fois plus développé que celui de l'homme. Il y a des échantillons de sueur et d'haleine qui ont été pris quand la personne était en hypo et on les a dispositionnés dans des petites capsules qui sont dans chacun des seaux. Osaka, check. L'association fait partie d'un réseau d'écoles qui forme près de 450 chiens par an pour les diabétiques, les épileptiques et aussi les personnes handicapées, sourdes et malvoyantes. Notre mentalité, c'est de remettre un chien gratuitement, d'en assurer toute la vie durant son suivi. L'intégralité de nos associations vivent de dons. Nous n'avons aucune aide d'État ou très peu. Après avoir déposé son dossier, Thaïs a dû attendre 3 ans pour obtenir sa chienne. Pour répondre à l'ensemble des besoins, il faudrait éduquer 1500 chiens par an. Et si vous voulez soutenir cette belle initiative, vous pouvez faire un don sur le site de l'association acadia-asso.org. Je vous rappelle, comme vous l'entendiez il y a quelques instants, que le dressage de ces chiens dépend quasi totalement des dons privés. Le gouvernement les attend avec l'espoir qu'elles permettront de ralentir les contaminations. Les vacances de février ont commencé ce soir pour les enfants de la zone A, soit un quart des élèves français. Des vacances pleines d'incertitudes. Hier soir, Jean Castex a finalement confirmé qu'il n'y aurait pas de restriction de déplacement d'une région à une autre. De quoi, vous allez le voir, déclencher les réservations de dernière minute. Benoît Cristal et Vincent Lameau. Allez, viens, on va voir l'eau. Des vacances d'hiver en bord de mer, c'est une surprise. Personne ne s'y attendait ici au Gros du Roi, mais les premiers touristes sont bien là. 3 hôtels ont finalement ouvert et leurs propriétaires ont le sourire. Vous avez une réservation? Exactement. À quel nom, s'il vous plaît? Après 3 mois de fermeture, cet établissement sera complet les 2 prochains week-ends. En semaine, des clients de dernière minute pourraient s'annoncer. C'est une surprise. C'est une surprise parce que les réservations tombent vraiment que depuis le début de la semaine, en fait. Les gens, ils ont envie de s'évader, ne serait-ce qu'un week-end, quelques nuits. Ce n'est pas encore une saison normale, mais la Camargue attire. Pour les professionnels du tourisme, le feu vert donné par le gouvernement aux Français a été décisif. Je crois que cette année, on est tous prêts, on est tous conscients qu'on va vraiment travailler sur de la dernière minute systématiquement. On sait qu'on peut maintenant gérer ses vacances en toute sécurité. Les professionnels du tourisme se sont adaptés. La montagne, elle aussi, s'adapte. Avec des remontées mécaniques à l'arrêt, certaines stations de moyenne altitude tirent leur épingle du jeu. Là encore, c'est la dernière minute qui l'emporte. La réservation est à quel nom pour cette semaine? Ce loueur de résidence de tourisme affirme même connaître un pic d'activité. Les grandes surfaces et les chalets ont tous trouvé preneur. On voit un réel engouement des clients qui recherchent pour de la dernière minute. Là, on peut observer que depuis 4 jours, on a énormément de réservations pour un départ ce samedi ou bien pour la semaine d'après ou pour des courts séjours sur le début des vacances de février. Il y a une raison à cet engouement, les prix attractifs de 30 à 50% de réduction. Pour activer une demande qui est extrêmement faible, les acteurs du tourisme ont mis en place des politiques de promotion et jamais dans l'histoire du tourisme, les prix n'auront été aussi bas. La SNCF, elle aussi, enregistre un pic de réservation, notamment vers le littoral, ce qui permet de voyager après le couvre-feu de 18h, contrairement au déplacement en voiture. Et on évoquait il y a quelques instants la montagne, des stations privées de ski alpin cette année, mais qui ont aussi bien des atouts pour ceux qui voudraient tout simplement se rouler dans la neige. Yann Ovine et Philippe Véron sont allés dans le massif des Bauges, juste au-dessus de Chambéry. Regardez.
Ce parc suspendu de 7000 m², le seul ouvert en hiver en France, c'est la nouveauté et le succès de la saison de la station des Ailloux. Ça permet de profiter de la nature, de s'amuser avec les enfants, de prendre l'air. C'est comme si on volait un peu au-dessus des arbres. 5,50 € pour les enfants, 11 € pour les adultes. Ce ne sont pas les recettes des forfaits de ski alpin, mais cette nouvelle activité a attiré près de 20 000 personnes l'été dernier. J'aime bien que ça va super vite. C'est hyper joli, mais pas peut-être pour les gens comme moi qui ont des vertiges. L'agglomération de Chambéry a investi 700 000 € dans ce parc, 10 fois moins cher qu'un télésiège. Comme dans les autres stations, vous pouvez aussi chausser les skis de randonnée ou les raquettes, mais ce village de moyenne montagne mise surtout sur des activités 4 saisons, moins dépendantes de la neige. C'est une stratégie qui est engagée, je dirais, depuis 4-5 ans, visant à vraiment construire des produits beaucoup plus nature, beaucoup plus immersifs. Et nous, on ne veut pas Disneylandiser nos Bauges. Les Bauges, c'est d'abord un espace de grandeur nature. Côté hébergement, plutôt des chalets ou des logements insolites, comme celui-ci, avec petit déjeuner livré au pied de la cabane. C'est lourd? Oui. La nuit coûte 240 € pour une famille. Et les réservations sont complètes, jusqu'à 6 mois à l'avance. Le petit village, voilà, il est encore comme il était il y a 50 ans, sauf qu'il y a de la dynamique, il y a plein de choses qui bougent. La clientèle habite en général à moins de 300 km et revient régulièrement, comme dans cette fromagerie. Eh ben, je vous remercie. Merci bien. La visite vous a plu? Les visites de la ferme sont en libre accès. On voit que les vaches, elles ont l'air bien soignées, donc ça nous donne encore plus envie d'acheter du fromage. C'est pour ça qu'on ouvre nos portes. Et oui, pour nous, le contact, c'est important. C'est primordial de transmettre l'amour de notre métier, notre savoir-faire aussi. Ce type de séjour à la montagne reste malgré tout beaucoup moins rentable pour une station qu'une offre touristique centrée sur le ski alpin. Les recettes de la toute petite station de ski sont l'équivalent du plus grand domaine skiable nordique de France. Ni le ski de fond, ni la raquette ne pourront remplacer ce moteur qui est le ski. Même avec des remontées mécaniques à l'arrêt, cette station s'en sort plutôt bien cet hiver. Aillon-Margeria affiche un taux de remplissage de 60%, 3 à 4 fois plus que les grandes stations des Alpes. Eux vont sans doute beaucoup manquer pendant cette période de vacances. Les musées français sont fermés depuis des semaines, mais hier soir, vous le savez, le Premier ministre a pour la première fois évoqué la possibilité d'une future réouverture. Et en termes de protocole sanitaire, ces établissements pourront s'inspirer de nos voisins européens. Les éléments de réponse avec Marie Croxel et Victoria David. Fuir la pluie en s'engouffrant dans un musée, à Bilbao, à condition de respecter certaines règles, c'est possible. Prise de température, sens unique, restriction d'horaire, le musée Guggenheim applique depuis 8 mois un protocole sévère. Le musée ne peut recevoir que 400 personnes par heure. Et il y a des salles dans lesquelles il ne peut y avoir que 5 personnes en même temps, parfois même une seule à la fois. Libre à chacune des 17 régions espagnoles de faire évoluer les règles en fonction de la situation sanitaire, les visiteurs s'en félicitent. En ce moment, il n'y a pas grand monde. Je suis quasiment seule et je peux mieux profiter de tout. En France, en revanche, si les portes de ce musée s'ouvrent, bienvenue, c'est juste pour les besoins de notre tournage. Pour nous accueillir, la directrice du Palais de Tokyo à Paris, fatiguée d'attendre en vain le feu vert à une réouverture. Ici, tout est prêt pour ouvrir au public dans le respect du protocole. Même l'accrochage de l'exposition a été adapté. Il y a peu d'œuvres, elles sont très dispersées dans un immense espace pour justement permettre une contemplation où l'on n'est pas à attendre à plusieurs devant chaque œuvre. Et s'il faut aller plus loin dans les précautions, les musées suivront, quitte à diminuer encore leur jauge ou à ne recevoir que les étudiants et les scolaires dans un premier temps. Ils ont massivement signé la lettre ouverte du Palais de Tokyo à la ministre de la Culture. C'est la 2e pétition en quelques jours. Il faut responsabiliser et il faut surtout ne pas infantiliser les directeurs d'institutions qui savent très bien ce que leur institution peut proposer pour que ce moment soit un moment d'évasion. Comme un encouragement, dès lundi, les visiteurs pourront à nouveau admirer les œuvres monumentales des jardins de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Le préfet des Alpes-Maritimes vient de donner son feu vert.
Et ces vacances, vous le savez, il est théoriquement et officiellement interdit d'aller les passer ailleurs en Europe. On va faire un petit point sur les règles appliquées aux frontières. Bonsoir Esther. Bonsoir Anne-Claire. Alors certaines situations ont été observées cette semaine et elles ont surpris plus d'un Français avec des automobilistes qui revenaient de l'étranger, qui ont été arrêtés à la frontière sans test PCR, qui ont été verbalisés mais qui ont tout de même pu rentrer sur le territoire français. Est-ce que c'est normal ? Et oui, c'est normal en fait. Si vous êtes français, si vous n'avez pas ce fameux test PCR, eh bien vous avez cette amende, 135 €. Et pourtant, vous n'êtes pas refoulé. Vous pouvez quand même entrer sur le sol français. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour un étranger. En fait, dans ce cas-là, ce sera une simple amende si la résidence principale est en France ou si la personne a un titre de séjour. Pour les autres, ça peut être en plus un refus d'entrer sur le territoire. Dans la pratique, c'est du cas par cas. C'est toujours le policier ou le gendarme sur le terrain qui décide en fonction de la situation. Autre question qui concerne les millions de frontaliers. J'habite un village près de la frontière belge. Est-ce qu'il me faut un test PCR pour aller faire mes courses en Belgique, comme j'en ai l'habitude depuis des années ? Non, vous n'en avez pas besoin en fait pour aller faire simplement votre plein ou aller chercher des chocolats. Si et seulement si vous êtes bien frontalier. Normalement, la France vous considère comme tel si vous habitez à moins de 30 km de la frontière. Sauf que là, dans ce cas-là, rien n'est simple puisque pour la Belgique, un frontalier doit habiter à moins de 20 km de la frontière. Dans ce cas-là, ce sont donc les 20 km qui s'imposent. Par ailleurs, attention aussi au motif de votre déplacement. Il est interdit d'aller faire chez ses voisins ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Par exemple, pour un nordiste, ça peut être assez tentant d'aller en Belgique pour aller à la piscine, puisque là-bas, les piscines sont ouvertes. Eh bien non, vous oubliez. De même pour les Belges qui pourraient bien avoir envie de venir se faire couper les cheveux chez nous, puisque leurs salons de coiffure sont fermés depuis plus de 3 mois. Merci beaucoup Esther pour ces précisions très utiles. On va maintenant parler d'une autre frontière qui est au cœur d'un conflit qui semble d'un autre âge pour nous, Européens convaincus. Sauf que quand on parle du Mont Blanc, les Français sont particulièrement intransigeants. Notre point culminant est pourtant, vous allez le voir, aussi revendiqué par les Italiens. Une affaire des plus sérieuses sur laquelle ont enquêté Thibaut Malandrin, Philippe Véron et Delphine Ricois. Visite présidentielle dans le massif du Mont Blanc, en février 2020. Emmanuel Macron vient constater le recul de la mer de glace et annonce la création d'une aire protégée sur et autour du toit de l'Europe. La carte de cette nouvelle aire est présentée à la presse. Stupeur en Italie. Comme le confirmera l'arrêté publié quelques mois plus tard par le préfet de la Haute-Savoie, la zone de protection inclut 3 secteurs qui, pour l'Italie, appartiennent à son territoire. La polémique est vieille de 160 ans. Dans 3 zones de seulement quelques kilomètres carrés, la France et l'Italie ne sont pas d'accord sur la frontière. Les cartes françaises incluent le dôme du Goûter, l'intégralité du Mont Blanc et le glacier du Géant à notre territoire. Mais pour les Italiens, ces 3 secteurs sont en Italie. Pas d'habitants, de la glace et de la neige, ni or ni pétrole. Le conflit est symbolique. Après ce nouvel épisode, la France est accusée par des Italiens d'avoir envahi leur pays. Moi, j'aurais envoyé l'armée. Nous devons tout faire pour arrêter ces brimades. Ils ont ramené le sommet du Mont Blanc sur le territoire français, c'est vraiment trop. Après la Joconde, les Français nous volent le mont. Le Mont Blanc est italien, pas français. À la tête du combat, l'extrême droite italienne. Les Français violent nos frontières en montagne. Nous pensons qu'il y a une limite à la servitude dans nos rapports avec la France. Au cœur de cette polémique, qui généralement prête à sourire, le Mont Blanc et ses 4809 mètres. Les écoliers français apprennent qu'il est entièrement en France. Pour les petits Italiens, la frontière passe au sommet. Il est donc franco-italien. Sujet ultra sensible, surtout depuis que les Italiens se sont découverts une passion pour le toit de l'Europe, passion toute récente. Le Mont Blanc, du côté français, on le voit de loin. On le voit de Lyon. En Italie, le Mont Blanc, on ne le voit pas, pratiquement pas. Pour ce guide chamoniard, il serait temps de faire comme les autres frontières montagnardes, un tracé passant par le sommet, comme le défendent les Italiens. Nous, on est quelques-uns en France à se dire, mais ce Mont Blanc, il faut qu'il soit franco-italien. On est européens. En attendant, les tracés français et italiens continuent de s'opposer, et à travers le monde, les éditeurs de cartes doivent prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants. Les cartes d'état-major de l'OTAN, l'Allemagne ou vos appareils Apple ont opté pour la version italienne. Google se montre plus prudent et fait apparaître les 2 frontières litigieuses en utilisant des pointillés. Quant aux Suisses, ils n'ont pas failli à leur réputation. Eux, ils ont adopté la neutralité. Dès qu'il y a un doute, c'est statut de territoire contesté.
Pour l'instant, le territoire contesté n'a pas provoqué de guerre entre la France et l'Italie. Mais il a parfois des conséquences inattendues. Nous avons rendez-vous avec le maire de Chamonix. La zone litigieuse qui lui pose problème n'est pas le Mont-Blanc, mais la pointe Elbronner. Un téléphérique, le Skyway, fierté des Italiens, permet de rejoindre le secteur. Si le sommet du téléphérique est bien en Italie, le glacier en rouge est en zone contestée. Or, régulièrement, des touristes peu prudents s'aventurent sur le glacier. Ce qu'on cherche à éviter, et ça c'est pas un problème de frontière, c'est un problème de sécurité, c'est de faire en sorte d'éviter qu'effectivement on ait des gens qui, sans aucun matériel, puissent se balader sur un secteur glaciaire. Maire est donc pénalement responsable en cas d'accident. Il a fait installer en 2015, sur ce qui, sur les cartes françaises et la France, ces barrières pour avertir du danger les touristes qui sortent du téléphérique. Quelques heures après, il reçoit un coup de fil inattendu. Je suis interpellé directement par l'ambassade de France à Rome qui me dit il y a une crise diplomatique, on vous accuse, monsieur le maire, d'avoir envahi l'Italie. Démontage immédiat des barrières. Un épisode qui ne reflète en rien la coopération quotidienne. Quand on est en montagne, quand on a un problème de sécurité, une cordée qui est en détresse, on ne se pose pas la question de savoir de quel côté de la frontière elle est. C'est ça qui nous motive. Pour bien comprendre cette polémique entre Français et Italiens, il faut en revenir à l'époque de l'établissement de la frontière entre les deux pays. On va nous expliquer tout ça ici, à l'Institut géographique national. Pierre Vergès est le monsieur frontière de l'IGN. En 2015, il a délimité avec ses homologues italiens, à l'aide de mesures de plus en plus précises, la frontière, mais pas partout. On a bien pris soin d'écarter le massif du Mont-Blanc quand on a fait ce travail et on a signé en 2015 une ligne désormais connue au centimètre. 1860, l'Italie n'existe pas encore. C'est le royaume de Piémont-Sardaigne qui cède la Savoie à la France lors du traité de Turin. 3 cartes sont jointes au traité, mais il n'en reste aujourd'hui qu'une, détenue par les Italiens. Elle fait passer la frontière par le sommet du Mont-Blanc. En voici une reproduction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la carte n'est pas précise. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que le traité était tellement important qu'ils ont, ils ont laissé tomber ce côté, ce handicap de trancher à ce moment-là entre la France et l'Italie. Donc, ils sont restés dans le flou. Depuis, chaque pays a produit ses propres cartes et le flou demeure. Nous avons voulu savoir comment ce conflit était perçu chez l'ennemi, côté italien. Nous venons de passer la frontière entre la France et l'Italie la plus connue, celle du tunnel du Mont-Blanc. Alors celle-ci ne pose absolument aucune difficulté. L'objet du litige, il est plusieurs centaines de mètres au-dessus de notre tête. Nous voici dans la vallée d'Aoste, à Courmayeur. Allons-nous être reçus comme les représentants d'une puissance conquérante ? Bonjour, bienvenue à Courmayeur. Fabrizia Derard est l'ancienne maire de Courmayeur, petite ville au pied de cette face italienne du Mont-Blanc qui, pour les Français, est située en France. Pour elle, cette histoire de frontière entre Valdôtains et Savoyards est un non-sujet. On a tout à fait la même histoire, tout à fait les mêmes problèmes. Alors c'est ça qui fait un vrai peuple. C'est pas une frontière, je dis. Et donc j'aime beaucoup passer le tunnel et rejoindre la France, comme beaucoup de Français. Ils aiment passer le tunnel et rejoindre l'Italie. À Courmayeur, pas de débat. Le Mont-Blanc n'a jamais été et ne sera jamais un sommet 100% français. Les Français préfèrent que c'est à eux, mais je pense que c'est à tous les deux. Tous les deux, Chamonix et Courmayeur. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il a toujours été italien. Et pourquoi les Français nous l'ont chippé? Je ne suis pas d'accord. Il est à nous. À nous. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Seul Emmanuel Macron et le président du Conseil italien peuvent trancher le litige autour d'une table. Les plus radicaux en appellent à l'Europe, mais la Commission juge le sujet pas vraiment prioritaire. Qu'on se rassure, la guerre du Mont-Blanc n'aura pas lieu. Allez, un peu de légèreté dans ce monde devenu si grave. Nous allons vous emmener dans un atelier où l'on a surtout envie de chuchoter. Tout y est luxe, calme et volupté. Et c'est la matière première travaillée qui invite à cette sérénité. L'artiste qui nous accueille est Plumassière, l'une des dernières de France. Son portrait signé Médéric Pirker et Aurélie Janssen. C'est une matière première délicate, fine et légère qui, entre les mains d'Émilie, se transforme en œuvre d'art. C'est un trésor de la nature. Un trésor qui, une fois tressé, devient textile. Et quand elle est délicatement taillée, puis teintée de noir, elle forme une parure d'écaille. Il y avait vraiment l'idée de souligner avec une matière précieuse comme la feuille d'or, la beauté de la matière plume qui, pour moi, est encore plus précieuse que l'or. Dans son atelier,
Émilie travaille avec un nuancier de plumes de toutes les formes et couleurs. Des matières premières issues d'oiseaux d'élevage uniquement. Des plumes d'oies, de faisans, de coqs, mais aussi de pigeons. Les nuances de gris sont absolument magnifiques et les gens qui sont un petit peu dégoûtés par les pigeons ne se rendent pas compte de la beauté de la matière et de toutes ces couleurs qui sont d'une subtilité folle. Cela fait 12 ans qu'elle découpe, taille et façonne les plumes pour des grandes marques de luxe. Pour de grandes maisons de haute couture aussi. Dans ce cas-là, on met notre savoir-faire au service des créateurs et de leur collection. C'est un savoir-faire noble de la couture. Un travail d'orfèvre et de patience. La répétition d'un geste des centaines et des milliers de fois engendre aussi un état méditatif quand on travaille. On est très concentré, posé et dans un état de méditation. Et du calme, il en faut, surtout pour assembler les plumes à l'échelle de la dentelle. Sur des petites dimensions, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, quelque chose qu'on tient dans la paume et qui va reprendre le motif des murmurations. Et c'est en fait ces nuées d'oiseaux qu'on va voler dans le ciel. Je trouve ça assez émouvant en fait. Depuis 2 ans, elle s'est installée en Bretagne où elle puise son inspiration dans un milieu naturel très riche. Là, il y a toutes les petites traces des oiseaux qui marchent sur le sable, des petits oiseaux, les traces de l'eau et du vent sur le sable. Tout ça, c'est des inspirations pour recréer des textures. Cette plage, Émilie l'a reproduite en tableau, où le sable se révèle être un lit de plumes. Plissé et enchevêtré. Chacune de ses œuvres est unique. L'artiste pratique un métier rarissime qui regroupe à peine une 30aine d'artisans en France. Et cette délicatesse du geste, elle est aussi cruciale en pâtisserie. Entre nos spécialités françaises, vous allez voir que c'est en ce moment une brioche polonaise qui est en train de se faire une jolie place. Si vous n'avez jamais entendu parler de la babka, nul doute que vous allez succomber à ces arguments. Léa Deschâteaux et Sébastien Maloiseau. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Comment vous dites? Babka. Non, je ne connais pas du tout. Et c'est quoi? C'est une pâtisserie? Pourtant, sur Instagram, elle dépasse les 200 000 mentions et dans les vitrines, elle fait désormais concurrence aux grands classiques. Pour comprendre pourquoi tout le monde en raffole, direction cette pâtisserie qui en propose depuis 2 ans. Et tout commence avec la pâte. Les recettes ne seront pas identiques. Et là, on est entre la pâte à pain et la pâte à brioche. Elle est ensuite généreusement garnie de pâte à tartiner et de noisettes grillées. Mais le secret de la babka, c'est son tressage. C'est lui qui lui donnera son aspect marbré et gourmand une fois cuite. L'idée, après, c'est de venir la tresser tout en gardant ses couches de noir et blanc pour pouvoir justement trancher visuellement et que ça donne envie. Comptez ici 3,50 € la part de babka, un prix qui ne dissuade pas les clients. C'est assez réconfortant et c'est vraiment une brioche plaisir. Originaire de Pologne, la babka est une adaptation du kouglof qui n'a plus de secret pour Emmanuel et sa femme Sarah. La version qu'on connaît, actuelle, en fait, c'est la version juive polonaise. Et en gros, diaspora juive polonaise, ils arrivent aux États-Unis, il n'y a plus de moule à kouglof, donc ils inventent ce tressage. Dès l'ouverture, le succès est immédiat. Ici, plus de 2000 babkas sortent des fours chaque week-end. Cette pâtisserie qui se décline à l'infini est la promesse d'un doux moment de volupté et d'un retour en enfance assuré. Et c'est la fin de ce journal. Ce soir, LCI Canal 26 reviendra sur la délicate question de nos libertés individuelles en ces temps de pandémie. Sur TF1, votre émission Star à nu, présentée par Alessandra Sublet. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, Canal 26.